Les 8 personnes connectées, tout le monde m'entend? Pas de souci de micro. OK, bon, manifestement tout le monde m'entend bien. Bien, voilà. La transcription et l'enregistrement sont commencés. Vous avez déjà, a priori, le support qui est affiché. Donc on va se remettre, alors je rappelle, oui, qu'on avait plusieurs choses. Nous étions sur la partie 9, donc le chapitre 9, les phénomènes dangereux. Alors, donc on va s'y reporter aux phénomènes dangereux, voilà, les phénomènes dangereux, les voilà. Alors nous avons parlé du brouillard. Le brouillard, ça on en a parlé, les différentes formations du brouillard, voilà. Le danger numéro 1 du brouillard, ben, c'est on n'y voit plus rien. Donc évidemment, le vol à vue est impossible. Nous risquons 2 dangers majeurs lorsque la visibilité devient totalement insuffisante. La perte de la visibilité, c'est à la fois la perte de la vue du sol et c'est la perte de l'horizon. Donc on ne voit plus le sol et on ne voit plus l'horizon devant soi. Lorsqu'on se retrouve dans le brouillard, c'est d'ailleurs pas seulement brouillard, mais lorsque l'on rentre dans les nuages, dans la couche nuageuse, hein, le brouillard n'est rien d'autre qu'un nuage qui touche le sol. Mais quand on est dans la couche nuageuse, donc premier danger majeur, ben, on ne voit plus le sol, donc il n'est plus possible de faire du vol à vue. Voire même si l'on vole aux instruments, la possibilité d'atterrir devient complexe parce qu'on ne voit pas le sol. On ne le voit éventuellement que dans les derniers instants, voire éventuellement pas du tout si le brouillard est très épais et qu'il est en contact avec le sol. Il y a des minima d'ailleurs qui sont prévus en vol aux instruments lorsqu'on est en procédure d'atterrissage. Il y a un moment, si on n'est toujours pas sorti de la couche à moins de, normalement c'est 400 pieds du sol, eh ben, on doit remettre les gaz et on ne se pose pas. Après, il y a des procédures qui existent pour pouvoir éventuellement se poser, même dans un brouillard qui va jusqu'au sol. Mais il faut là des équipages qualifiés et surtout des avions équipés avec des aéroports équipés pour permettre une approche à vue sans visibilité jusqu'au sol. Ça s'appelle des ILS catégorie 2 ou catégorie 3. Alors donc évidemment, si on est dans le brouillard, si vous êtes dans le brouillard, que vous décollez dans le brouillard, vous êtes dans la merde parce que de toute façon vous ne pourrez pas revenir vous poser, vous aurez perdu quasi instantanément la vue du sol. Le deuxième danger du brouillard, danger également présent lorsque l'on pénètre à l'intérieur d'un nuage lors d'un vol à vue, c'est la perte de la vue de l'horizon. Et donc on a ce que l'on appelle des phénomènes de désorientation spatiale. Le pilote peut avoir l'impression qu'il est en train de voler en ligne droite les ailes à plat, alors qu'en fait, de façon tout à fait insidieuse et sans que rien ne lui permette de détecter cette situation, il peut très bien être incliné, voire être carrément sur la tranche, être dans un virage et surtout être assez rapidement dans un virage engagé avec des pertes d'altitude très importantes, c'est-à-dire que grosso modo, il est en train de partir en vrille avec le nez vers le sol et l'avion sur le dos, alors qu'il n'a aucun moyen de s'en rendre compte, étant donné que visuellement, il ne voit pas l'horizon, donc il ne connaît pas la position et l'attitude de son aéronef. Alors pour cela, on a un instrument dont nous reparlerons qui est l'horizon artificiel, mais encore faut-il savoir naviguer, savoir piloter en utilisant les instruments, c'est-à-dire l'horizon artificiel et le conservateur de cap. Ça demande une formation spécifique et un entraînement spécifique. Voilà. Donc le brouillard, lorsqu'on est en vol à vue, est un phénomène très dangereux, parce qu'on ne voit plus le sol, parce qu'on a de la dérientation spatiale. Après, il arrive qu'en plus de ça, ce brouillard se forme, notamment cas de ce brouillard-là, le brouillard d'advection. Lorsque une masse d'air se refroidit ou de radiation, une masse d'air se refroidit par le contact d'une autre masse d'air ou par élévation d'une masse d'air humide qui donne lieu à condensation, eh bien ici, cette masse d'air se trouve être saturée
Elle est saturée et éventuellement elle est même saturée avec des températures inférieures à zéro. Donc on se retrouve avec des brouillards potentiellement givrants, c'est-à-dire ce sont des gouttelettes d'eau qui sont soit à zéro, soit même en dessous de zéro, à des températures négatives, des gouttelettes d'eau que l'on dit être en surfusion, et qui vont venir au contact d'un objet. Et c'est d'autant plus rapide, violent et grave que l'objet en question est métallique, donc une aile d'avion ou une cellule d'avion. Et à ce moment-là, la gouttelette qui va rentrer en contact avec cette aile va geler instantanément. Nous obtenons donc ce qu'on appelle du givrage. C'est un dépôt de glace qui se forme soit au sol, soit c'est l'objet par condensation de l'humidité contenue dans l'air. Alors voilà, il se forme d'autant plus vite sur les parties les plus exposées. C'est quoi les parties les plus exposées au vent relatif? Ben, c'est assez simple, c'est les bords d'attaque des ailes et c'est les bords d'attaque des pales d'hélice. Ce sont les deux endroits qui givrent les premiers. Évidemment, lorsque ces deux endroits givrent, il se passe quelque chose d'extrêmement problématique, c'est que le profil du bord d'attaque change. Le givre qui se dépose modifie la forme de l'aile. Il modifie sa forme, il modifie sa rugosité et surtout, il va aboutir à la perturbation des filets d'air et à la dégradation de l'aérodynamique de l'aile et la dégradation de l'aérodynamique de l'hélice. Donc, lorsque le givre commence à se former sur les surfaces portantes et sur l'hélice de l'avion, on a un très très grave danger. Premièrement, la traction de l'hélice va commencer à diminuer, voire il va se former des vibrations parce que le givrage n'est pas forcément symétrique. On peut se retrouver avec une pale d'hélice plus givrée qu'une autre, donc avec une différence de poids dans les pales, un déplacement du centre de gravité et donc une vibration qu'on appelle un balourd. Deuxième conséquence du givrage, cette fois-ci sur les ailes, le givrage sur les bords d'attaque des ailes aboutit à une modification de ce bord d'attaque et je vais essayer de voir si je retrouve l'illustration qui existe de givrage aile avion. Voilà. Euh, voilà. Le givrage. On a un truc très très bien avec une coupe de ce qui se passe. Où est-ce qu'il est? Voilà. Je sais qu'on a un très très beau schéma avec une coupe. Je ne le retrouve pas, je vais tenter de vous le retrouver, c'est pas grave. Bon, en tout cas, le profil de l'aile se modifie. On l'a pas dans cette présentation. Le profil de l'aile se modifie et on a, du fait du givrage de l'aile, un double problème. En effet, le givre se dépose sur l'aile et sur la cellule. Il augmente le poids de l'avion. En fait, vous avez de la glace qui va se former et vous avez, dans certains cas, notamment le cas de pluie verglaçante, la possibilité d'avoir plusieurs dizaines, voire centaines de kilos de glace, de givre, de ce qu'on appelle du givre clair. Donc c'est de la glace qui se forme à la surface des ailes en quelques secondes à quelques minutes. Donc l'avion s'alourdit. Mais en parallèle, comme sa surface portante se modifie, son bord d'attaque se modifie, son profil se modifie, lorsqu'une aile est givrée, elle peut perdre jusqu'à 30% de sa portance. Lorsque la surface de l'aile est recouverte de givre, ou de gouttelettes de pluie d'ailleurs, décoller avec une aile mouillée, c'est une très mauvaise idée. Elle a 30% de portance en moins qu'une aile sèche. Donc vous avez le poids qui augmente et la portance qui diminue. Inutile de vous dire que la conjugaison de ces deux phénomènes n'est absolument pas une situation d'avenir. Le poids augmente, donc il vous faudrait plus de portance, or le profil se modifie et la portance diminue. Voilà. Et en plus, bah voilà, comme vous avez le poids qui augmente, la portance qui diminue, il faudrait pouvoir aller plus vite. Or, votre hélice est givrée et justement, elle tire moins. Vous voyez que le givre est un danger majeur, c'est un danger extrême. Donc toute pénétration dans une masse d'air humide comme un nuage, encore pire un brouillard, surtout si le brouillard est verglaçant, givrant, est un danger majeur. C'est pourquoi sur les cartes météo,
Lorsque la météo sait qu'une masse d'air humide, éventuellement tiède, mais saturée en eau, va être soulevée et donc va créer une condensation avec des gouttelettes d'eau, donc une forte refroidissement d'une masse d'air humide qui va arriver à saturation. Si cette masse d'air humide arrive à saturation à des températures proches de zéro, on va avoir un risque de givrage de plus en plus fort. Donc un givrage faible, c'est ce symbole, un trait. Givrage modéré, deux traits. Mais une masse d'air chaude et humide soulevée par une masse d'air froide qui va rencontrer l'isotherme zéro, bah, c'est ce risque-là, c'est un risque fort. Risque fort, on n'y va pas. Risque modéré, on y va éventuellement à condition d'y rester le moins longtemps possible. Par exemple, on va traverser une couche dans laquelle il y a du givrage modéré et surtout, on y va seulement si l'appareil est équipé avec du dégivrage. Donc ce sont des avions que l'on appelle FIKI, F-I-K-I. FIKI, c'est Flight in Known Icing. Donc c'est apte au vol dans des conditions givrage connues. On ne va dans ces conditions givrantes connues que si l'on est équipé pour pouvoir aller dans des conditions givrantes connues. Donc ça veut dire que l'avion est équipé avec des systèmes de dégivrage qui sont soit des boudins pneumatiques, soit des systèmes de réchauffage des bords d'attaque permettant d'éviter la formation du givre sur les bords d'attaque. Voilà. Donc ce givrage se rencontre dans de divers cas de figure. Effectivement, c'est faiblement probable en atmosphère claire. Dans les brumes faibles, mais les brouillards, oui, ça peut devenir modéré, mais surtout dans les nuages stables, quand ils sont soulevés par une masse d'air plus froide et qu'ils sont amenés à se refroidir. Alors, la formation, bah, c'est voilà, solidification de l'eau présente sur l'aéronef, dépose sur les parties exposées au vent relatif, et je vais donc vous montrer un changement de partage. Je reviens là-dessus. Je vais modifier mon partage de façon à vous montrer ce que l'on quelques illustrations sur le givrage. Voilà une illustration du givrage sur un site qui le montre très très bien. Voilà, les gouttelettes d'eau peuvent avoir des épaisseurs très variables. Donc voilà une illustration d'un givrage au sol avant même de décoller. Voilà. Voici du givre qui s'est déposé pendant la nuit sur un avion. Donc vous avez une bonne partie de l'aile qui est contaminée. Voilà. Il est absolument indispensable de dégivrer cet avion avant de décoller. En effet, la portance ici sera considérablement diminuée. Je vous dis, ça jusqu'à 30% de perte de portance du fait de la présence de ce givre, qui d'ailleurs ne s'en ira pas. Il va rester sur l'avion. D'accord. Voilà. Vous avez évidemment d'autres illustrations. La formation du givre sur les bords d'attaque. Voici du givre qui se forme sur le bord d'attaque de l'aile. Voilà. Voici le phénomène là vous êtes sur la partie inférieure du bord d'attaque d'une aile et vous voyez là un aéronef dont le bord d'attaque commence à être très sérieusement contaminé par le givre. Enfin, vous avez également des phénomènes. Alors ça, cet écran-là vous montre effectivement euh, une, euh, une formation cette fois-ci de givre clair. Donc là, on est carrément dans de la pluie verglaçante parce que là, la glace est déjà formée. Donc il y a de la glace sur toute la surface de l'aile et son bord d'attaque. Elle est un tout petit peu blanchâtre sur les filets d'écoulement de gouttelettes qui se sont pas congelées immédiatement et qui sont congelées en s'écoulant. Mais là, on est dans une situation gravissime parce que là, il y a déjà plusieurs millimètres de glace sur le bord d'attaque de cette aile. Voilà. Je reviens à une situation normale au niveau taille. Voilà. Le givre peut également se former sur le cône d'hélice. Vous voyez, du givre formé sur le cône de l'hélice d'un turbopropulseur. Et là, on est carrément dans la situation la pire, c'est-à-dire la pluie
verglaçante. Cette pluie verglaçante là encore, elle me fait pas trop peur parce que c'est au sol. D'accord? Donc ici, l'avion, il est par terre. Donc tant qu'il vole pas, le danger, n'est pas là. Évidemment, il va falloir enlever tout ça parce qu'il est hors de question de voler avec ça. Là, il y a des centaines de kilos de glace qui sont accrochés à cet appareil. Qui plus est, ne pourra de toute façon, jamais prendre l'air parce que là, la qualité aérodynamique de cette aile est totalement, je dirais, inexistante, hein. Donc elle ne porterait même pas. Vous vous imaginez que vous traversez de la pluie verglaçante en l'air, par contre, eh bien, ces petits stalactites là qui se forment dessous, eh bien, vous les remplacez par une énorme couche de glace déposée sur le dessus de l'aile et l'avion va inéluctablement au tapis. La pluie verglaçante, c'est vraiment le danger mortel absolu que tout aviateur et tout pilote, cherche à éviter dans tous les cas de figure. Ça, après, c'est les formations du brouillard. Donc je reviens au phénomène dangereux. Voilà, ce verglas se solidifie sur une pluie ou bruine surfondue, donc voilà, c'est le danger numéro un. Alors, bah, l'aspect et l'intensité, gelée blanche et une condensation directe à l'état solide, voilà, au sol ou en vol hors nuage, c'est du givrage faible. Givre blanc, bah, c'est la solidification rapide de gouttelettes en surfusion. Alors donc là, ça peut aller vite. Donc là, on a du givrage moyen, c'est souvent du givrage blanc. Et ce qu'on appelle le givrage transparent, bah, c'est la solidification lente de gouttelettes en surfusion. Donc ça, c'est ce qui se produit effectivement souvent en milieu nuageux, souvent dans les nuages instables, c'est-à-dire dans des nuages dans lesquels il fait entre 0 et -15, c'est-à-dire des cumulus très élevés de type tower cumulus et bien entendu encore pire à l'intérieur d'un cumulonimbus. Mais là, on va carrément rencontrer de la grêle. On va givrer, mais on va aussi rencontrer de la grêle. Donc cette formation lente permet de faire un étalement du dépôt et le dépôt est peut devenir très important et il est très dangereux parce qu'en plus on a éventuellement le malheur de ne pas le voir tout de suite. L'autre aspect dont j'ai passé, donc déformation du profil aérodynamique, augmentation de la masse. Je n'ai pas parlé d'un autre danger, c'est que le givrage va aussi risquer de mettre hors service un certain nombre d'outils qui vont alimenter les instruments, notamment le tube de pitot. C'est ce qui s'est passé dans le fameux accident de l'avion Rio-Paris Air France 447. Il a traversé des cumulonimbus, les sondes pitot ont gelé. Il en a 4, les 4 sondes ont gelé. Donc, ils n'avaient plus aucune indication de vitesse et l'ordinateur de bord, le pilote automatique, n'avait plus d'indication de vitesse, donc n'était plus en mesure de conserver la trajectoire de l'avion. Bon, après, il y a eu une série d'erreurs humaines qui ont fait que la situation, qui finalement était encore stable, ben, cette fois-ci est devenue catastrophique. Ça perturbe aussi les moyens de radionavigation parce que quand l'antenne est couverte de givre, ben, votre radio n'émet presque plus, elle reçoit mal et elle n'émet plus. Donc vous avez des soucis au niveau radio. Ça peut être encore plus grave parce que si le givrage devient très important, notamment en cas de pluie verglaçante, eh ben, la glace peut éventuellement se former jusqu'à y compris entre la partie fixe et la partie mobile d'une gouverne. Donc les gouvernes, les volets, les becs peuvent être bloqués par le givre, le gel qui s'est formé. Et évidemment, la visibilité est nulle. Les effets sur les moteurs, alors le givrage carbu, c'est un problème de givrage interne. Mais il est clair que lorsque votre moteur absorbe de l'air très humide contenant des gouttelettes en surfusion comme à l'intérieur d'un nuage, vous pouvez aussi complètement occulter le filtre à air qui va se retrouver bloqué par la glace. Plus d'air qui arrive au carbu, donc plus de mélange air-essence au moteur, risque de baisse de rendement du moteur, voire d'arrêt du moteur. Baisse de rendement de l'hélice, j'en ai déjà parlé. Voilà, givrage des entrées d'air des réacteurs. Même problème que pour un moteur à piston, mais là, c'est simplement ça rétrécit l'entrée d'air, donc rendement moins grand. Et éventuellement, même si les bouts de glace qui se sont formés rentrent dans les réacteurs, ils peuvent détruire ou endommager les pales, les ailettes du compresseur de l'étage primaire. Alors après, il y a d'autres dangers, dans les phénomènes qui se produisent dans les basses couches. Alors la pluie,
ben, n'est pas, un phénomène très dangereux en tant que tel. La pluie a jamais empêché vraiment les avions de voler. N'empêche que si la pluie devient très importante, lorsque vous êtes dans un grain et que cette pluie devient, avec des gouttes très très grosses et très drues et très serrées, vous pouvez perdre totalement la visibilité à l'intérieur d'une averse. Donc là, c'est un vrai problème de visibilité. Évidemment, si elle est aussi extrêmement importante, cette pluie, elle va avoir comme autre, impact le fait de faire absorber d'énormément de d'eau dans le moteur, que ce soit dans un réacteur, baisse du rendement, ou que ce soit dans le filtre à air et l'arrivée d'air au carburateur des moteurs à piston, qui effectivement, a air très humide qui va arriver et qui, si vous n'avez pas tiré la réchauffe, risque de provoquer un givrage interne du moteur. La neige, moins, mais la neige est en quantité d'eau bien inférieure à ce qui tombe dans une pluie, par contre et surtout dans une averse, mais les symboles que vous voyez là sont ceux que vous allez retrouver sur les cartes météorologiques. La neige, par contre, même si la quantité d'eau est moins importante, alors là, par contre, les effets sur la visibilité, alors là, sont terrifiants. Une averse de neige, et de la neige qui tombe drue, c'est, à peu près, les mêmes effets au niveau visibilité qu'un brouillard dense. C'est une perte complète de visibilité. Après, il y a un troisième type de danger, de phénomène dangereux, c'est tout ce qui est la turbulence. Les turbulences, ça n'est rien d'autre que des déplacements verticaux de l'air, qui fait qu'à certains endroits, l'air est soit immobile, soit descendant, et à d'autres endroits, il est, immobile ou montant. Donc quand on passe d'un air immobile à un air montant, ou d'un air immobile à un air montant, ou encore pire, d'un air descendant à un air montant, on va avoir un changement très brutal, de la portance. Et surtout de la vitesse verticale, et donc ça peut aboutir à des effets, à des forces appliquées extrêmement brutalement sur la structure. Donc il peut y avoir des moments où la turbulence peut provoquer, des déformations de structure avec un facteur de charge supérieur aux limitations. Ça peut aboutir à bloquer des parties mobiles ou à les détruire. Ça peut aboutir, dans le cas gravissime, à de la rupture d'éléments de structure. Et à l'intérieur d'un avion, bah, s'il y a des passagers ou du personnel, et qu'ils étaient en train de se promener dans le couloir, eh bien, ce qu'on appelle les trous d'air n'est rien d'autre qu'un il n'y a jamais eu de trou dans l'air, hein. L'air, c'est pas du gruyère, hein. De l'air, il y en a toujours, mais l'air se déplace. Donc quand l'avion passe brutalement, par exemple, d'une masse d'air montante, il va soudainement rencontrer une masse d'air descendante, eh bien, l'avion va descendre très, très brutalement, il va perdre une partie de sa portance, et évidemment, la personne qui était dans le couloir à ce moment-là va directement se manger le plafond. Heu, Si elle n'est pas attachée, elle va se retrouver, projetée au plafond. En fait, ce n'est pas la personne qui se soulève, mais c'est l'avion qui descend. Et donc, si vous voulez, c'est le plafond qui vient à sa rencontre, si elle n'est pas attachée. Donc au lieu de descendre avec l'avion, ben, la personne les lois de Newton font qu'il y a conservation du mouvement, hein. Donc la personne qui est dans l'avion, elle se déplace horizontalement à la vitesse de l'avion. Sauf que si l'avion, lui, subit un mouvement vertical brutal, eh bien elle va pas suivre le mouvement, elle va les lois de Newton conserver son mouvement, mais le plafond de l'avion va venir à sa rencontre, et ça peut provoquer des blessures graves dans certains cas. Alors les turbulences se rencontrent surtout au contact de 2 masses d'air différentes lorsqu'on traverse un front, alors là c'est un grand classique. Ça peut se produire également près du sol à cause d'effets, de friction, notamment, en présence de forêts ou de collines ou de relief avec le vent. Et enfin, en air clair, c'est ce qu'on appelle de la Clear Air Turbulence, CAT, Clear Air Turbulence. En très haute altitude, ben, il n'y a plus assez d'humidité, il n'y a plus de nuages, hein. Au-dessus, dans la tranche 6500 à 9000 mètres, il est très rare, en dehors de fins cheveux de Cyrus,
On peut avoir le sommet d'un cumulonimbus très important, mais ça, on le voit de loin. Mais donc là, c'est pas de la CAT. Mais il se trouve qu'en haute altitude, on a des masses d'air qui sont en conflit, mais on ne le voit pas parce que la quantité d'humidité dans ces masses d'air très froides est très faible. Donc, il n'y a aucun moyen de visualiser la zone de friction entre deux masses d'air. Et lorsqu'un avion passe dans cette zone de friction entre deux masses d'air, par exemple une masse d'air froide qui frotte contre une masse d'air chaude, eh bien, l'avion qui va passer dans cette limite va subir une secousse très très violente que l'on appelle de la clear air turbulence, de la turbulence en atmosphère claire. Bien, toujours dans les phénomènes dangereux, le summum du danger, évidemment, c'est l'orage. L'orage produit par un et un seul. L'orage, il est lié directement à une structure aérologique, un type de nuage qui s'appelle le cumulonimbus. L'orage est évidemment d'autant plus important là-dessous que le cumulonimbus lui-même est très gros, très étendu. En largeur, ça peut être très variable, mais les largeurs sont rarement, beaucoup plus grandes que quelques kilomètres. Mais ça peut quand même faire quelques kilomètres de diamètre. Par contre, les hauteurs, elles, sont très variables. On peut avoir un orage qui se produit dans un cumulonimbus qui ne fait que 1500 à 2000 mètres d'épaisseur, mais on peut avoir des cumulonimbus absolument monstrueux dont la hauteur peut dépasser 8 kilomètres. C'est-à-dire là, ici, l'étendue verticale du nuage peut atteindre plus de 8000 mètres. Okay, la base du nuage est à quelques centaines de mètres du sol et le sommet du nuage est entre 8000 et 9000 mètres. Et dans ces cas-là, évidemment, plus il est haut, plus les mouvements à l'intérieur du nuage sont violents, sont très très puissants. Évidemment, plus il est haut, plus il y a beaucoup, plus il y a d'air et d'eau, plus il y a d'air et d'eau, plus il y a d'énergie, plus il y a d'énergie, plus les mouvements verticaux sont violents. Et surtout, lorsque le nuage va s'effondrer, c'est-à-dire que lorsque le phénomène va atteindre sa maturité, plus l'orage en dessous est violent, en termes de quantité d'eau, voire en termes de grêle, et surtout en termes de taille des grêlons. Autrement dit, moins le nuage est haut, c'est-à-dire plus il s'effondre rapidement alors qu'il n'a pas encore accumulé une énergie colossale, moins il y a de chances d'avoir de la grêle et plus les orages vont être des averses relativement supportables. Quand le cumulonimbus va atteindre une très très grosse étendue verticale et il va contenir des centaines de millions de litres d'eau et surtout des centaines de tonnes de grêle qui vont s'accumuler parce que dans la partie haute, les courants d'air ascendants vont emmener des gouttelettes en altitude qui vont geler, qui vont s'agglomérer, qui vont former des grêlons. Sauf que ces grêlons, s'ils redescendent sur les côtés, eh ben, ils vont fondre, voire se sublimer, ils vont être recyclés. Mais si le nuage devient très très gros, les grêlons deviennent tellement gros qu'au moment où ils s'effondrent, eh bien, ils traversent sans avoir fondu avant d'arriver au sol. Et là, il y a de la grêle. Donc, dans les fronts froids de perturbation, il peut toute l'année se produire ce genre de phénomène. Lorsqu'un front froid arrive, il soulève de l'air humide devant lui, il y a des phénomènes orageux. Évidemment, le phénomène orageux de cumulonimbus d'hiver va être un développement vertical moins grand que les cumulonimbus d'été, cette fois-ci, qui eux accumulent énormément d'énergie en provenance du sol et peuvent atteindre des hauteurs très très grandes. Les dangers classiques, c'est les turbulences. Alors, on ne traverse pas un cumulonimbus parce que comme vous voyez sur cette coupe, vous pouvez avoir côte à côte à quelques dizaines de mètres des courants ascendants à plus de 100 km/h et des courants descendants à plus de 200 km/h. 200 km/h, c'est pas un lapsus, hein. Je précise, vous avez des courants verticaux avec une vitesse de 200 km/h verticale. Okay, c'est-à-dire des vitesses verticales de l'ordre de 600 mètres par seconde. Okay, 200 km/h, c'est 600 mètres secondes. Pardon, qu'est-ce que je raconte? 60 mètres secondes. 65 mètres secondes de vitesse verticale. Donc vous imaginez l'avion qui traverse ça. Là, il a 30 mètres secondes de vitesse vers le haut et soudainement, 50 mètres plus loin, il est dans du 65 mètres secondes de vitesse vers le bas. Autrement dit, l'exemple que je prenais tout à l'heure, le passager ou l'hôtesse de l'air qui est dans le couloir de l'avion, elle va se retrouver dans un avion qui soudainement va être
aspirer vers le bas à 200 km/h et elle va se prendre le plafond à 200 km/h. Voilà, c'est direct. Donc le plafond va se précipiter sur elle à 60 mètres secondes. Inutile de vous dire que personne ne survit et c'est comme ça qu'il y a des accidents graves. Donc de toute façon, un cumulonimbus, quand on le repère, on n'y va pas. Personne n'y va. Les avions de chasse, et cetera. Alors il y a quelques, avions météorologiques avec des pilotes, ayant d'ailleurs à bord des radars météo très puissants et des radars infrarouges qui permettent de visualiser les phénomènes et ils vont s'approcher, ils vont aller dans certaines parties du nuage, faire quelques mesures. Ils vont surtout aller dans la partie haute qui est moins sensible à des courants violents, verticaux, de façon à mesurer les températures et les phénomènes et surtout essayer de comprendre comment ils se forment. Les chasseurs de cyclones ou les chasseurs d'orages. N'empêche que c'est un peu risky business. Je comprends pas trop les motivations de ceux qui font ça, parce que même avec un bon salaire, moi je le ferais pas. De toute façon, tout avion qui rentre là-dedans ressort en pièces détachées et les éventuels passagers, ils ont directement droit à une boîte en sapin. Donc on n'y va pas. Pire que ça, tout autour. Comme évidemment, là, les phénomènes sont ascendants, une partie est absorbée par l'intérieur du nuage, mais également il y a des courants descendants sous le nuage, sur le côté du nuage, et des phénomènes de réaspiration sur le côté. Donc, dans une zone de plusieurs centaines de mètres jusqu'à plusieurs kilomètres à côté du nuage, il y a aussi des mouvements verticaux très importants. Donc, on n'y va pas et même on reste loin à l'écart de ce phénomène. Évidemment, comme il y a des mouvements verticaux très importants, il y a des frictions très importantes, il y a donc des phénomènes électrostatiques avec des frictions d'air chaud qui arrache donc qui perd des électrons, lesquels sont arrachés par les flux d'air froid qui descendent. Donc on a des charges négatives sur l'air qui descend et des charges positives sur l'air qui monte. Résultat, ça fait des étincelles à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la foudre. Il faut savoir que plus de 90 à 95% des éclairs se produisent à l'intérieur des nuages, d'accord, entre masses d'air. Seulement 5% des éclairs sont des éclairs entre le nuage et le sol. Lorsqu'il y a accumulation de charges positives dans le nuage, la Terre étant, elle, généralement chargée négativement, on a donc les électrons qui se déplacent du bas vers le haut. Bon, on a l'impression que la foudre tombe, qu'elle va de haut en bas, mais en fait, le courant électrique de l'éclair va de bas en haut, la charge se déplace de bas en haut, mais en réalité, l'échauffement commence toujours depuis le haut. C'est pour ça qu'on a cette impression de descente. En fait, le flux d'électrons se regroupe et plus il va se rapprocher du nuage, plus il va s'échauffer et plus il va devenir lumineux. Et donc, la partie haute de l'éclair est plus lumineuse que la partie basse, ce qui nous donne cette illusion de descente de l'éclair. Donc évidemment, l'éclair, c'est pas très bon. Alors l'avion est pas trop en danger du fait d'un éclair parce que les avions métalliques forment ce qu'on appelle une cage de Faraday. Il n'empêche que le chargement et le déchargement brutal de la structure métallique de l'avion, donc ceux qui sont à l'intérieur ne risquent rien. Par contre, l'instrumentation et l'électronique de l'avion peut subir quand même quelques dégâts s'il n'est pas protégé. Voilà la dernière partie, l'information météorologique. Alors, pour prévoir tout ça, pour savoir si l'on va pouvoir partir, pour savoir si on va pouvoir arriver et qu'est-ce qu'on va rencontrer en cours de route, on va se poser quelques questions et surtout on va poser des questions à un organisme qui s'appelle la météorologie. La météo a justement comme mission de d'anticiper les choses, de faire des prévisions à plus ou moins grande durée, afin que les pilotes puissent s'engager dans un vol en prenant des risques le plus faibles possible et en tout cas des risques mesurés et connus. Voire surtout en prenant la décision de ne pas y aller si le risque est trop élevé. Voilà, donc la météorologie va publier un certain nombre de bulletins d'information. Elle va publier ça sous forme de cartes,
Donc il y a deux grands types de cartes que nous allons voir, les cartes TEMSI et les cartes WinTem. Elle va publier un certain nombre de messages. Ces messages, par contre, sont liés à des aérodromes ou à des régions de vol. Alors, les messages sont les METAR ou les TAF, mais on a également des messages qui s'appellent Volmet et Sigmet. On va en parler. Enfin, on a la possibilité d'avoir également des bulletins d'information en clair auprès des bureaux météo qui peuvent vous donner des prévisions, dans certains cas, notamment sur les gros aéroports. Il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment les informations météorologiques classiques qui ne sont pas spécifiquement destinées au monde aéronautique. Ça, c'est destiné au monde aéronautique. Les cartes météo TEMSI et les cartes WinTem sont des cartes qui sont destinées aux ah tiens, pourquoi je suis en modification moi? C'est quoi cette histoire? Bon, ok. Ouais, bon. Hein. Voilà. Donc on est ces cartes-là, savoir les cartes météo TEMSI WinTem ou les cartes ou les messages METAF METAR sont des productions spécifiques pour l'aéronautique. Par contre, vous pouvez aussi avoir accès, bien entendu, aux cartes traditionnelles avec les courbes isobars, les cartes des fronts. Vous avez accès également à des choses un peu particulières qu'on appelle les hémagrammes. Donc il y a toute une série de types d'informations intéressantes que la météo est susceptible de vous donner. Après, évidemment, quand vous décidez de partir, vous savez que vous allez prendre votre décision de partir à une certaine heure pour vous rendre à un certain endroit dans lequel vous arriverez par exemple 3 heures plus tard. La prévision faite par météo de ce qui va se passer dans 3 heures, elle peut être plus ou moins bonne. Et en fait, lorsque vous allez arriver à proximité, peut-être que la situation ne sera pas exactement celle qui avait été prévue. Parce que les prévisions sont ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas toujours totalement fiables. Alors, vous pouvez aussi poser la question aux gens qui sont sur place, au terrain de destination, via la radio, en interrogeant un ATIS. C'est un système de transmission automatique, c'est Automated Transmission of Information, donc qui va vous donner un certain nombre d'informations sur la situation locale au moment où vous les appelez. Vous pouvez également contacter le contrôle, s'il y en a un sur le terrain de destination, qui va déjà vous dire quelle est la situation que eux observent. Mais vous avez aussi parfaitement le droit, et surtout vous avez totalement l'obligation en tant que pilote et commandant de bord, au fur et à mesure de votre vol, de regarder ce qui se passe autour de vous. Et si vous voyez que soudainement, les petits nuages sympathiques, les petits cumulus tout blancs, sont en train, alors que ça fait 1 heure que vous êtes parti et qu'il vous reste encore 2 heures à faire, que devant vous se dresse un immense mur tout noir avec plein de flashs à l'intérieur, des éclairs de partout, et que manifestement ces petits cumulus, comme il fait très chaud aujourd'hui, ils sont en train de dégénérer sous forme de tower cumulus, voire sous forme de cumulonimbus, et que l'orage est en train de se déclencher, eh bien vous avez le droit de vous dire non, mais la météo disait qu'il n'y avait rien, donc je continue. Bah non, vous regardez ce qui se passe et vous voyez que ça se dégrade et vous prenez la décision qui va bien, qui est soit de vous dérouter, soit de changer votre route pour contourner le truc parce que peut-être qu'à côté ça passe alors que droit devant ça passe pas. Si devant, à gauche et à droite, ça passe toujours pas, là, c'est plus du déroutement, c'est du demi-tour. C'est soit un atterrissage de précaution tout de suite sur le terrain qui est juste en dessous et vous attendez que ça passe, soit peut-être il n'y a pas forcément quelque chose dans le coin, alors c'est derrière que se trouve la solution, voire c'est retour à la case départ. Voilà. Et évidemment, vous altérez votre route, demi-tour, altération, déroutement. Alors, on va regarder à quoi ressemble l'information aéronautique. Voilà les 2 cartes qu'il faut connaître. On va alors au niveau de la pardon, de l'examen BIA, ça va être assez simple. Vous n'avez pas à connaître la totalité des productions. Vous n'êtes pas censé connaître la totalité des productions aéronautiques. Par contre, vous devez connaître
les deux types de cartes, ce à quoi elles correspondent et être capable de les lire et de les interpréter, et connaître les deux types principaux de messages que sont les métars et les tafs. À côté, il y a plein d'autres choses, mais ça, c'est les 4 trucs que vous devez connaître. Alors, ces cartes sont associées avec des symboles. Alors, je vais revenir à, je vais juste faire une petite digression. Lorsque vous aurez ce genre de carte, alors celle-là, je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est une véritable antiquité, parce que je vais vous montrer des vraies cartes aujourd'hui. D'abord, elles ne sont plus en noir et blanc. Il faudrait d'ailleurs que je mette à jour cette présentation parce que là, c'est quand même pas normal. D'abord ça, en plus, c'est une TMC Euroc déjà, c'est pas une TMC France. Vu que dessus, il y a un certain nombre de choses qui sont bien particulières. En plus, maintenant, elles sont plus en noir et blanc, elles sont en couleur. Qui plus est, la nature de la symbolique a quand même aussi évolué parce qu'on met moins de symboles sur la carte, on en met beaucoup plus à côté. Voilà. Donc ces cartes-là, il faut savoir que vous voyez, elles sont remplies de plein d'abréviations et de symboles. Alors, il y a des symboles comme NS, OVC, ST, vous voyez, CU, CB. Ceux-là, par contre, il faut les connaître. Il faut savoir à quoi ça correspond. Il n'y en a pas 36 d'ailleurs. Par contre, tous les autres symboles comme ces 3 hachures, ce symbole-là qu'on vient de voir d'ailleurs, qui veut dire celui-là, qui veut dire givrage faible, ce symbole qui veut dire que là, il y a du vent de sable, ce symbole qui veut dire qu'il y a de la turbulence sévère, ce symbole qui veut dire qu'il y a de l'orage, voilà. Et des choses comme ça, tous ces symboles, vous n'avez pas forcément besoin de les connaître. Car en effet, lors du BIA, si l'on vous demande d'interpréter une carte, le tableau des symboles vous sera fourni. Donc là, je vais faire une petite digression parce que si vous voulez vraiment voir, alors attendez, ça c'est sur mon drive moi. Donc sur le drive du BIA, je vous ai mis BIA 2025, voilà, dans le chapitre météo. Donc dans le dossier météo, je vous ai mis ici un truc qui s'appelle le guide aviation. Alors, la dernière édition date de 2021. Vous inquiétez pas, c'est normal que ça soit 2021. Chez Météo France, on n'a pas fait de nouvelle édition depuis 2021, pour la bonne raison que rien de majeur n'a changé depuis 2021. La dernière refonte de ce guide est 2021. Ce guide aviation est très, très bien fait. C'est assez gros, mais c'est très pédagogique. Et dans ce guide, que je vais vous montrer là, que voici, que voilà, comment fais-je pour l'agrandir? Voilà. Voilà, dans ce guide aviation, vous trouvez toute une série de choses. Déjà, tout ce qui est les outils de préparation du vol, et surtout, l'explication de tous les documents. Décoder les renseignements météorologiques. Comment lire les cartes TEMSI, comment lire les cartes WinTem. Alors après, les images satellites et les images radar, vous sautez, on ne vous les demande pas. Les métars, oui. Les spécies, non, mais c'est pareil. Les TAF, oui. Donc, ce que vous aurez important à faire, c'est comment lire les cartes du temps significatif, les cartes WinTem. Ça fait partie des choses que vous pouvez utilement lire, ces deux parties. Vous pouvez utilement lire les pages 16 à 23, à savoir métars et TAF. Le reste, les sigmètres, volmètres, spécies, MAA, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Il y a beaucoup d'autres produits de prévision météo, mais qui ne vous concernent pas. Voilà. Après, on vous montre un petit exemple de préparation d'un vol et vous avez le lexique, les tableaux de conversion, des choses comme ça. Alors, quand on va aller voir un peu plus bas, voilà, et tout ça, vous le trouvez sur un site sur lequel je vais naviguer avec vous, qui s'appelle AeroWeb. Voilà. Et donc, le site AeroWeb permet de voir toute une série d'informations déjà, et surtout, il permet d'avoir, alors bon, après, voilà, les fréquences volmètres, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Voilà, il vous explique un certain nombre de choses. Voilà, mais surtout, voilà, les pages importantes sur les renseignements météorologiques, à savoir les cartes TEMSI. Voilà, ça c'est une carte TEMSI telle qu'elle existe aujourd'hui. Il vous explique ce qu'il y a dessus.
comment c'est organisé, et c'est ce qu'on va faire rapidement ensemble, parce qu'il y a les phénomènes, les vents, les températures, les abréviations, d'accord? Un certain nombre d'abréviations, donc on a déjà parlé, voilà. Ça, on en a parlé, fuse, scattered, broken, OVC ou layers. Layers, ça veut dire que, ben, voilà, c'est du OVC, mais en plus, il y en a plusieurs épaisseurs. Voilà. Ça, la signification des symboles du temps significatif, si l'on vous donne une TEMSI, le jour du BIA, on vous donnera la liste des symboles. D'accord? Les différents symboles qui apparaissent sur une TEMSI. OK? Voilà. Et les abréviations des localisations des phénomènes, selon que c'est côtier, à l'intérieur des terres, local, si c'est maritime, si c'est dans la montagne, si c'est en surface, si c'est dans les vallées, ou si c'est à proximité des villes. Le CIT, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Et donc, vous avez également les représentations des fronts. OK. Et les données de visibilité qui sont 0, 1, 5, 5, 8. Voilà. Et donc, on vous donne les exemples. Il vous donne par exemple un exemple de comment interpréter une TEMSI pour aller d'un endroit à l'autre. Voilà. Et donc, vous aurez dans une deuxième partie la partie sur les WinTEM, la partie sur la carte des fronts, ça je vais vous le montrer, mais vous aurez pas ce genre de choses au BIA. On vous donnera des extraits d'une carte de front, mais pour vous poser d'autres questions sur la météo. Les images, il n'y a pas ça hein, au BIA. Par contre, les messages, METAR et SPCI, ça, il va falloir apprendre à les décoder. C'est ce que nous allons faire dès maintenant. Les messages de tendance, on s'en fout. Les messages de tendance, ça par contre, les abréviations, je suis pas sûr qu'on vous les donne. On nous donne les symboles, mais pas les appréciations et voilà des exemples de METAR. Voilà un METAR ici, là, ici, METAR Ludo 031100Z, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà, ben voilà ce que ça veut dire. Voilà comment c'est décodé et nous allons le faire. Alors, pour ça, je reviens à la présentation. Je vais commencer par la carte de temps significatif. Qu'est-ce qu'une carte de temps significatif? Elle est établie plusieurs fois par jour. Alors, les TEMSI sont établis toutes les 3 heures. Hein. TEMSI, c'est établi toutes les 3 heures. C'est une carte de temps sensible avec une prévision qui est valable entre 3 et 6 heures. Donc en général, à un instant T donné, vous avez la carte TEMSI qui a été publiée dans les 3 heures qui précèdent et souvent une deuxième carte TEMSI dans l'heure à venir valable pour les 3 heures suivantes. Alors, vous pouvez à partir d'une carte TEMSI en déduire une coupe verticale, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Je vais revenir à ça. Donc, je vous ai montré le guide VFR. Donc, revenons à la carte TEMSI. Voilà dans le guide VFR le chapitre sur les TEMSI. Voilà. Voilà, un chapitre sur un exemple de TEMSI. Alors moi, je vais faire beaucoup plus simple encore. Je vais carrément aller sur AeroWeb, prendre mon abonnement, voilà, et je vais aller chercher, vous voyez ici, je vais agrandir parce que sinon, c'est pas intéressant pour vous. Voilà. Vous voyez ici que j'ai accès à des messages, voilà, les METAR et les TAF, et j'ai accès à des cartes, les TEMSI et les WinTEM. Ça, c'est vraiment les 4 trucs que vous devez connaître pour le BIA. Après, vous voyez qu'il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a les OPMET, les SIGMET, les images satellites et radars, la carte des fronts. Tiens, bah, prenons déjà la carte des fronts. Aujourd'hui, là, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier à 13 heures locales, c'est-à-dire 12 heures UTC. Nous étions dans cette situation-là. Voilà. Voilà la situation qui régnait à 13 heures sur la région. Nous sommes en plein cœur d'un anticyclone. Alors on peut vous dire anticyclone, haute pression, il fait beau. Bah non, en hiver, un anticyclone, c'est l'inverse. C'est des très hautes pressions parce que c'est de l'air humide, donc lourd, air très humide, qui est plaqué au sol, qui
pèse sur le sol et qui nous donne cette horreur depuis ce matin, brouillasseuse, de la bruine, du brouillard à couper au couteau ce matin à 8h30. Ça s'est un tout petit peu levé en milieu de journée, mais à peine. Voilà, une énorme couche nuageuse, dense, proche du sol. D'ailleurs, elle-même, vous savez, force de Coriolis, qu'un anticyclone tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord. Une dépression tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, du fait des forces de Coriolis, nous avons ici, par exemple, là, dans cette région, nous avons des vents qui vont tourner autour de cette dépression, donc qui viennent du sud-ouest vers le nord-est, et qui sont également produits par l'anticyclone dans ce sens-là. Okay, voilà. Donc là, on a des vents ici faibles. On est au milieu de l'anticyclone, presque pas de vent, grosse quantité d'humidité, haute pression, brouillard plaqué au sol. Ça va d'ailleurs évoluer parce que si on regarde cette nuit, l'anticyclone va doucement s'évacuer. Voilà, ça m'énerve ces alertes là. Faut que je fasse autre chose là. Mais c'est pas grave. Voilà, l'anticyclone, il va doucement se déplacer vers l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Et vous voyez qu'en même temps, là, la dépression va se rapprocher avec une cochonnerie, là, qui est un front occlus. Ben voilà, ça va évoluer petit à petit. Demain matin, on sera encore sous l'effet de cet anticyclone avec un front froid pas actif qui tourne. Donc on aura, je pense, encore des nuages et du temps pas terrible le matin, avec peut-être un petit peu mieux dans la journée, mais à peine. Et ça va durer encore comme ça. Vendredi, pareil, l'anticyclone, cette fois-ci, sera sur la Hongrie. Hein, voilà, mais la dépression. Alors ici, il y a une grosse dépression qui se creuse sur l'ouest. Là, vous voyez, elle est en train sur l'Atlantique. En fait, celle-là, elle est en train de mourir, mais il y a celle-ci qui arrive et qui évidemment se creuse. Voilà, elle arrive et elle arrive en étant très profonde. 985, ça c'est 980, donc 975 hectopascal. Excusez-moi. Voilà, donc une dépression assez creuse. Pareil, il y en a une ici au sud de l'Islande, une autre entre l'Islande et le Groenland. Bon, celles-ci, elles vont être évacuées vers le nord, elles vont partir vers les côtes norvégiennes, mais celle-ci, elle risque d'arriver début de semaine prochaine. Regardez, elle se déplace. Voilà. Vous voyez, si je fais l'animation, si je mets en place une animation, on voit ce qui se passe, la dépression se creuse et elle arrive. Tac, 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 voilà. Donc, revenons à la situation aujourd'hui à 12h. Voilà notre situation, anticyclone 1035 hectopascal, une vague dépression, une zone un peu plus creuse vers le golfe de Gênes, mais surtout une dépression du côté de la Grèce, au sud de l'Italie, à l'ouest de la Grèce, qui fait qu'à mon avis, il fait plutôt mauvais en Méditerranée, hein, ça se tourne dans ce sens-là. Ça envoie de l'air chaud saharien, probablement très humide de l'est de la Méditerranée, donc il ne doit pas faire très beau sur le sud de l'Italie en ce moment, bien qu'il soit à 1000. Alors, on va regarder les cartes. Alors, les cartes Temsi Wintem, voilà la carte Temsi du jour. Alors, vous voyez ici, j'ai une carte, la dernière carte valide est celle de 15h UTC. 15h UTC, c'est-à-dire 16h local. Bah ouais, il n'y a pas beaucoup de phénomènes. Hein. C'est le gros magma là. D'accord? Voilà. Donc ça, il y a tout ça là, cette espèce de grosse couche. Alors comment se trouve être représentée une carte Temsi? Temsi, c'est la carte de temps sensible. Alors vous allez trouver grosso modo 3 informations. Vous allez trouver, vous allez trouver 2 informations. Vous allez trouver une information sur les phénomènes nuageux qui va, elle, se traduire par, non, j'ai bien dit 3 informations. 3 informations. D'abord, la notion de masse d'air. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle des festons. Donc ces espèces de choses-là ondulées, c'est des délimitations entre des masses d'air dans lesquelles, alors ce n'est pas la notion de masse d'air, mais c'est dans lesquelles vous avez des limitations de phénomènes, en fait, de certaines homogénéités de phénomènes. En effet, vous constatez par exemple que dans cette masse d'air là, entre le feston qui passe à l'est du Luxembourg, sur la Bourgogne, qui descend grosso modo au sud de Limoges, qui se trouve là, puis qui remonte sur la côte sud de la Bretagne pour ensuite aller jusqu'en Cornouailles, à l'ouest de l'Angleterre, cette masse finalement elle est assez homogène. En fait, là-dedans, 2 informations.
quel phénomène nuageux et quelle température. Vous voyez que cette masse d'air, ben, ici, l'isotherme 0 degré est à 10 500 mètres, 10 500 pieds, pardon, 10 500 pieds, c'est-à-dire assez haut, hein, en hiver, 0 degré à 3000 mètres. Là, 0 degré à 10 000 pieds, là, 0 degré à 9 500, là, 0 degré à 10 000. Donc, grosso modo, c'est presque pareil. Le -10 est au-delà de 15 000 pieds. Pourquoi? Parce que cette carte est valide de la surface jusqu'au niveau 150, c'est-à-dire 15 000 pieds. Donc là, vous avez une masse d'air relativement chaude. Vous avez une autre masse d'air ici, différente, très différente. Voilà. Elle a à peu près la même température, mais il n'y a aucun phénomène nuageux. Là, sur toute cette région, il n'y a pas un seul nuage. C'est grand beau. À Bordeaux, il fait grand beau. Il fait grand clair. Alors que là, ici, c'est totalement couvert, OVC. Localement, quelques trous, broken, locally broken. Donc ça, c'est des symboles à connaître, hein. C'est ceux que je vous ai montrés ici. Ah mince, c'était ça. Voilà, je reviens sur le guide VFR. Ici, vous avez une série d'appellations: few, scattered, broken, OVC, layers. Et évidemment, vous devez savoir si c'est côtier, local, maritime. Ça, c'est quelques abréviations à connaître. Je reviens là. Voilà, par exemple ici, loc. Ça, c'est du local. Donc les nuages. Ici, vous avez des stratus et des stratocumulus qui sont overcast, c'est-à-dire couverts, localement broken. Partout, dans tout. Voilà. Toute cette zone, il y a les mêmes nuages. Dans cette zone-là, aucun nuage. Dans cette zone-là, par contre, elle est très différente de l'autre. Pourquoi? Parce que là, ici, on avait de l'air relativement chaud. L'isotherme 0 degré est à 10 000 pieds, c'est-à-dire 3000 mètres, alors qu'ici, vous avez de l'air beaucoup plus froid. Ici, le 0 degré n'est plus qu'à 4000 pieds, c'est-à-dire à 1200 mètres. Donc ici, vous avez de l'air froid, ici, vous avez de l'air chaud. Le tout sous, évidemment, une haute pression. Alors, ici, il est froid. En plus, la visibilité ici, elle est très faible. Elle est de 1500 mètres seulement, localement 0, avec de la brume, du brouillard, voire du brouillard givrant. Ça, par contre, ces symboles, on vous les donnera. Je reviens, pardon, à ça, à nouveau. Toc, météo, symbole. Brume, deux traits. Vous voyez, il y a de la brume. Brume, on a encore 1500 mètres de visibilité. 3 traits horizontaux, brouillard, et surtout du brouillard étendu. C'est-à-dire que c'est pas juste une petite plaque de brouillard de 200 mètres x 200, grande comme un pâté de maison. Ça veut dire que c'est du brouillard de plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, plaqué sur une grande étendue. Donc il y a du brouillard, voire du brouillard givrant. Ça, c'est du brouillard givrant ici. Voilà. Donc non seulement c'est du brouillard, mais en plus avec le V dedans, qui veut dire que il y a un phénomène de gel. Dès qu'on trouve des triangles, méfiez-vous, hein. Que ce soit ça, le triangle sur le brouillard, un triangle comme ça, c'est de la grêle, un triangle comme ça, c'est des averses. C'est pas de la pluie, hein, c'est des phénomènes violents. Dès qu'il y a des triangles, c'est des phénomènes violents. La pluie, c'est facile, c'est 3 traits, c'est de la pluie. Mais par contre, quand c'est sous forme d'un triangle, c'est que c'est des averses. Autrement dit, on peut se retrouver avec une visibilité nulle sous une pluie battante. Enfin, quand c'est un triangle comme ça, c'est de la grêle. Je reviens toujours à la carte du jour. Nous avons ici de l'air beaucoup plus froid. Alors là-dedans, dans cet air froid, c'est aussi overcast, c'est couvert, localement broken, mais cette fois-ci, c'est des stratocumulus, et vous avez remarqué ici que c'est bas parce que ça commence à 200 pieds, c'est-à-dire à 60 mètres du sol, maximum 1500 pieds, et ça monte jusqu'à 2000 pieds, maximum 5000. Donc c'est une grosse couche de coton basse qui touche pas loin du sol ou pas loin, avec qui forme la brume, du brouillard, etc. Par contre là, ici, l'air est froid. La visibilité est de 8 km.
parfois dans les vallées où localement, elle peut être seulement de 1,5 avec de la brume. Donc, vous voyez que c'est quand même pas tout à fait le même topo. Les nuages, leur base est beaucoup plus élevée, elle est entre 1000 et 4000 pieds, leur sommet est beaucoup plus haut, il est c'est entre 6000 et 10 000 pieds. Et c'est des stratocumulus. C'est déjà plus convectif. Par contre, comme cet air est beaucoup plus froid, vous voyez l'isotherme ici il est au niveau 4000 pieds, plus je vais par là, plus il est froid encore. Là, l'isotherme 0, il est entre 2500 et 8500 pieds selon les endroits, mais ça veut dire qu'il est de fortes chances d'être à 2500 pieds. Résultat, il y a du givrage ici. Il y a du givrage moyen entre 1500 pieds et 10 000 pieds. Eh bien oui, parce qu'entre 1500 pieds et 10 000 pieds, on est dans la couche. Et comme c'est de l'air froid, parce que la base est entre 1000 et 4000, mais que de toute façon à 4000, on est déjà à 0 degré, ces nuages-là, la totalité du nuage entre 4000 et 10 000 pieds se trouve dans de l'air qui est entre 0 et moins 10. Autrement dit, si vous rentrez dans ces nuages-là, vous avez 9 chances sur 10 de rencontrer des gouttelettes dans de l'air à température négative et donc vous aurez du givrage. Qui plus est, la base des nuages est suffisamment bas pour que, autre symbole, le sommet des montagnes soit obscurci. Ça, c'est, pardon, je reviens à la légende. Là, voilà, ça veut dire que vous avez le sommet des montagnes qui est dans la crasse. C'est ce que je vous montrais avec ce phénomène-là. Voilà. La crasse, la couche de nuages, est plus basse que le sommet des nuages, des montagnes. Autrement dit, le sommet des montagnes, qui adore jouer à cache-cache avec les nuages, est allé se cacher dans le nuage. Et c'est pas très bon. Parce que même en pilotant vos instruments, si vous avez un caillou dans le nuage, c'est comme la fève dans la galette, hein. Vous risquez à un moment donné de tomber dessus. Et c'est pas très bon. Voilà, contrairement à la fève dans la galette. Là, vous vous y cassez les dents, mais vous y cassez l'appareil et vous y laissez votre vie. Donc, je reviens à la carte TEMSI. Voilà comment on interprète une carte TEMSI. Après, il y a des pointillés ici. Alors, évidemment, on pourrait mettre plein de choses sur ça. Vous voyez ici, par exemple, au sud, à part sur Toulouse, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, au bon Dieu, là, pour qu'ils aient droit juste à un petit truc local. Le reste, là, il fait grand beau sur la côte atlantique, il fait grand beau sur la Méditerranée. Certes, il fait grand beau. Il fait grand beau, mais derrière ces pointillés-là, il y a plein de choses qui se passent. Il se passe plein de choses sur le sud du Massif central, il se passe plein de choses dans la vallée du Rhône et sur la côte languedocienne, et il se passe plein de choses sur l'arc pyrénéen. Sauf qu'il se passe tellement de trucs qu'on n'aurait pas la place pour l'écrire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des pointillés comme ça, là, des zones pointillées, on y met un numéro et on renvoie ça à côté. Vous voyez ici que dans le 1, dans cette espèce de cigare là, dans le 1, il y a de la turbulence. D'accord? Je reviens là sur les significations. Ça, pardon, ça veut dire, où est-ce qu'il est? Il est là. Où est-ce qu'il est? Voilà, ligne fine discontinue, sous-zone à l'intérieur d'une zone, ligne épaisse continue, limite de zone de turbulence ou limite des zones de grande étendue de vent supérieure à 30 km/h, à 30 nœuds. Voilà, et donc on renvoie à des définitions. Donc ici, on est sur une zone de vent avec du vent supérieur à 30 nœuds. Et donc les conséquences du vent, c'est, chaque fois je pense que c'est ça, mais c'est là qu'il faut que j'aille. On va aller regarder ça. On va regarder ça. Donc ça, c'est les cartouches qui donnent les isothermes, 0 degré, et l'isotherme, moins 10. Voilà, abréviation de la quantité de nuages. Ah, pardon, c'était là. Voilà. Donc, quand il y a une bosse comme ça, là, c'est de la turbulence modérée. Quand il y a double bosse, c'est turbulence forte. Donc, vous voyez qu'ici, il propose dans la vallée du Rhône. Il y a du vent à plus de 30 nœuds, donc gros Mistral. C'est un grand classique quand ici, il y a un anticyclone avec de l'air humide et que là, il y a de la dépression avec de l'air sec. De l'air chaud et sec. Donc, on a ici de la turbulence entre la surface et 3000 pieds. Localement, il peut y avoir de l'onde. En effet, ici, il y a des montagnes. Donc, comme je vous l'ai montré, quand le vent passe sur les montagnes, ça peut donner des phénomènes d'onde. Ça veut dire qu'il y a de l'onde, des nuages lenticulaires. En mer, là, il y a des vents supérieurs à 30 nœuds, MAR 30.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici qu'on a des phénomènes dangereux dans la zone maritime, donc MAR, voilà, en mer, on a des phénomènes dangereux, à savoir une vitesse du vent supérieure à 30 nœuds. Voilà, donc voilà. Dans la zone 2, le sud du Massif central, là, ici, et le centre de la vallée du Rhône, on a carrément de la turbulence modérée localement, mais de la turbulence forte, de la turbulence modérée partout, pardon, et localement de la turbulence forte entre la surface et le niveau 75, à 7500 pieds, plus de l'onde. 3, sur les Pyrénées, c'est encore pire. Vous avez de la turbulence et localement de la turbulence forte de surface jusqu'au niveau 11 000 pieds, niveau 110. Voilà. Et enfin 4, où c'est le 4, où alors là c'est les Alpes italiennes et le sud de la Suisse, où là c'est même jusqu'au niveau 145 que ça monte. Voilà. Voilà. Donc voilà des zones qui vous donnent des explications. Par exemple ici sur le machin qui est sur Toulouse, je vous ai dit je sais pas ce qu'ils ont fait là, alors là carrément ils se payent un gros coup de froid, parce que ici il y a de l'air chaud, avec un isotherme à 80 ici sur les Alpes et 110 au-dessus de l'Atlantique. Et eux, là, ils ont droit à une goutte froide où l'isotherme 0 est à 500 pieds. Donc voilà, on leur a juste laissé, ils ont laissé la porte du frigo ouverte ou ils ont oublié de débrancher la clim. Là, il y a une espèce de goutte froide avec des stratocumulus plaqués au sol et localement de la brume et des faibles visibilités. Voilà. Alors comme le truc est trop petit, ils ont mis un A pour envoyer ici aux explications parce qu'il n'y aurait pas la place pour écrire tout ça à l'intérieur du feston. Donc voilà une TEMSI. Voilà une TEMSI, la description du temps sensible. Et comme je vous le dis, vous aurez des TEMSI à regarder. Alors, il existe une autre TEMSI, en l'occurrence la TEMSI EUROC, mais cette fois-ci, c'est pour le temps en haute altitude. Donc celle-là, c'est l'inverse. Vous avez vu que la précédente, elle va de la surface jusqu'au niveau 150. Celle-là, elle va du niveau 100 au niveau 450. Alors vous, pour le vol à vue, vous l'utiliserez quasiment jamais. Par contre, les pilotes de ligne, ils l'utilisent toujours parce que c'est ces altitudes-là que eux volent. Et vous trouvez une information en plus. Vous trouvez exactement la même chose. Les festons, les cartouches avec les altitudes et les températures. Alors là, ils ne vous donnent pas les températures dans les basses couches, mais ils vous donnent la limite de la tropopause. Actuellement, la limite de la troposphère est à 40 000 pieds, c'est-à-dire à 12 000 mètres, 400, niveau 400, c'est-à-dire 40 000 pieds, et la température à la limite de la tropopause est à moins 68. En mer, la limite, là, elle est plus basse, elle est au niveau 360 à moins 61. Voilà. Au-dessus de l'Italie, on a une limite de la tropopause qui est, alors ça c'est typiquement de l'air tropical qui remonte là. On a une tropopause à 270 à moins 46. Et ça va être très variable. Vous trouvez les mêmes informations sur les nuages. Bon, évidemment, les nuages entre le niveau 100 et le niveau 450, là c'est terminé, il n'y a plus de cumulus, etc. Vous trouvez des cirrus, vous trouvez éventuellement des nuages en couche qui montent très très haut, jusqu'au 350-400, du cirrus, voilà, vous trouvez des couches ici sur la Suède, etc. Éventuellement, vous pouvez descendre plus bas parce qu'ici, dans cette zone-là, on va trouver des cumulus et des stratocumulus qui montent jusqu'au 120, donc dans la zone de cette carte. L'information en plus que vous avez, par rapport à ce que vous avez sur une TMC classique, c'est ces jolies flèches vertes. Alors ces flèches vertes, ce sont des jet streams. Donc ce sont les vents très forts que l'on rencontre à haute altitude. Sur un jet stream, vous trouvez les mêmes indications que les classiques sur le vent, à savoir un fanion, plutôt une barrette, d'accord, un cheveu comme ça, c'est 10 nœuds, un demi-cheveu, c'est 5 nœuds, un fanion, c'est 50 nœuds. Donc ici, ce jet stream là, tout en haut de la carte, est un jet stream à 120 nœuds. C'est-à-dire, c'est du vent qui fait environ 200 km/h. 210 km/h de vent. Donc un vent à 210 km/h. Il se trouve au niveau 380, c'est-à-dire à 38 000 pieds, c'est-à-dire à environ 11 000 mètres.
Ça, c'est le cœur. C'est là qu'il atteint la vitesse maximale. Et en fait, c'est un courant d'air qui a une épaisseur d'environ 115 000 pieds, parce qu'il commence au 270 et il va jusqu'au 420. Alors, je vais prendre l'exemple d'un avion. Supposons qu'un avion veuille faire, je sais pas moi, Varsovie, Varsovie-Marseille. Ben, Varsovie-Marseille, il n'y a pas de problème. Le commandant de bord va décider de monter au niveau 350, 360, 380 et il va bénéficier de 200 km/h de vent dans le dos qui vont lui faire gagner facilement entre une demi-heure et trois quarts d'heure sur son trajet entre Varsovie et Marseille. C'est environ 2 heures de vol là. Et ben au lieu de mettre 2 heures, il mettra qu'une heure et demie. Par contre, le même pilote sur le vol retour, quand il va faire Marseille-Varsovie, alors là, il va soit voler en dessous du 270, soit au-dessus du 420. Pourquoi? Parce que sinon, il aura 200 km/h de vent de face. Donc là où il mettrait normalement 2 heures, eh ben, il risque de mettre 2h30, 2h35, 2h40. Voilà. Donc, évidemment, il va éviter d'avoir 200 km/h de vent de face et il va essayer de voler au niveau 250. Il va voler plutôt à 7500 mètres qu'à 11 000. Parce qu'à 11 000, il y a 200 km/h nord-sud, alors qu'en dessous, peut-être qu'il y aura du vent, mais en tout cas, ça ne sera pas un vent aussi fort. Il n'y aura pas 200 km/h de vent. Voilà. Donc les Jetstream, il faut savoir lire le cartouche des Jetstream. Voilà un Jetstream de 100 nœuds, ici, en haut à gauche. 100 nœuds, 2 fanions, 100 nœuds, 2 x 50, au niveau 370, c'est-à-dire 37 000 pieds. Celui-ci est un peu plus fort, il fait 150 nœuds. Il est d'ailleurs, en fait, celui-là, parce qu'il sort de la carte, il redescend. En fait, vous voyez, ici, il y a un très gros anticyclone, et au-dessus de l'anticyclone, eh bien, comme l'anticyclone est relativement dense, lourd et immobile, bah, les Jetstream vont plus ou moins tourner autour, comme l'anticyclone, dans le même sens que lui. Et ce Jetstream, là, il est à 150 nœuds au niveau 300, c'est-à-dire à 30 000 pieds, soit 12 000 mètres. Lui, il est carrément beaucoup plus haut. Hein. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Il est à 9 000 mètres. Celui-ci, il est plutôt à 11 500. Et il commence par contre, il est très épais parce qu'il commence au niveau 150, il se termine au 450. Au fur et à mesure qu'il va passer au-dessus du côte des terres, là, par contre, sa vitesse va diminuer. Vous voyez, là, il est à 150 nœuds. Ici, il n'est plus qu'à 120 nœuds. Par contre, il va être plus haut, mais moins épais. Il va être plus qu'entre le 270 et le 420. Alors que là, il est entre le 150 et le 450. Là, c'est un énorme Jetstream sur l'Atlantique. Voilà. Donc voilà des Jetstream. Voilà aussi, vous en avez ici, là, qui viennent du Sahara, qui tournent autour de la dépression saharienne. La dépression qui se trouve là, vous avez vu, sur l'Italie et la Grèce. Hein, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une dépression. Ben voilà, ici, des Jetstream qui se forment au sud de la dépression. Voilà, et qui vont ben voilà, du 230 nœuds. Pardon, du 130 nœuds, là il y a même du 150 nœuds, c'est-à-dire 280 km/h de vent qui va d'ouest en est. Voilà, ça c'est l'interprétation des TEMSI. Maintenant, il y a un deuxième type de carte météorologique. Hop, on y va. Voilà, le deuxième type de carte qu'on utilise, ce sont les cartes WinTem. Est-ce qu'elles sont les WinTem? Ah bah, on ne vous les montre pas. Pardon, elles ne sont pas dans la présentation. Alors, la carte WinTem, c'est la carte. Alors, vous voyez que quand je reviens pardon, à la TEMSI France, je disais qu'elle vous donne 3 types d'informations. Elle vous donne des informations. Vous savez qu'il y a 4 informations hein, sur l'atmosphère. L'atmosphère, il y a la pression, la température, le vent et l'humidité. Alors, cette carte TEMSI ne vous donne pas d'informations sur la pression, mais elle vous donne une information sur les températures, parce que vous voyez ici les cartes des isothermes, et elle vous donne des informations sur l'humidité, parce que l'information qu'elle vous donne surtout sur la visibilité, la présence de brume, de brouillard et des nuages, vous permet de savoir à quel endroit c'est saturé, à quel endroit ça l'est pas. Ici, il n'y a aucun nuage nulle part, à aucun endroit cette masse d'air n'est saturée. Ici, cette masse d'air est saturée, elle est très humide.
L'humidité elle est déjà à saturation parce que les nuages commencent déjà à 200 pieds du sol, c'est à 60 mètres du sol. Et quand il n'y a pas de nuages, eh ben, il y a de la brume, voire du brouillard. Donc elle est totalement saturée. Voilà. Voilà les 2 informations principales, à savoir la température et l'humidité et évidemment la conséquence de la combinaison température et humidité, c'est les phénomènes nuageux, avec éventuellement des problématiques, de conflits qui peuvent aboutir à de la turbulence, à de l'orage ou des choses comme ça. Dans la carte WinTem, elle va vous donner une deuxième information sur l'un des 4 paramètres de composition de l'atmosphère, c'est le vent. Voilà, une carte WinTem, elle aussi, elle est publiée. Alors, il faut que cette fois-ci, je diminue un petit peu la taille de mon agrandissement parce qu'il faut que vous puissiez la voir. Non, 120, ça va être bien. OK. Voilà. Voilà la carte valable à 15 heures. Alors là aussi, elle est valable 3 heures, comme la TEMSI. Sauf que la TEMSI, vous en avez toujours qu'une seule qui est valide et la suivante vous donne la prévision pour les 3 heures suivantes. Par contre, les TEMSI, vous avez déjà là la carte pour 15 heures, c'est-à-dire 16 heures légales. Vous avez celle qui va être valable à 19, à 22 heures, à 1 heure du matin et à 4 heures du matin. Elle sort toutes les 3 heures. Voilà la situation valide 15 heures. Alors on va prendre celle qui va être valide dans 5 minutes. Voilà, dans 5 minutes, c'est-à-dire à 19 heures. Voilà la carte des vents telle qu'elle est prévue. Elle vous donne les vents et les températures. Cette carte vous donne les vents et les températures ici à une hauteur de FL20, c'est-à-dire 2000 pieds. Parce qu'au sol, évidemment, il y a plein de phénomènes perturbants. Le vent au sol est assez difficile à prévoir. Et de toute façon, vous ne volez pas à ras du sol. Vous volez au minimum à 1500, 2000 pieds. Donc voilà les vents à 2000 pieds. Tiens, c'est marrant. Vous vous souvenez qu'il y a un anticyclone qui traîne à peu près par là? Ben regardez, voilà. Là, il y a des vents presque nuls, avec des directions un peu erratiques. Le centre de l'anticyclone est actuellement là, en plein sur la Manche et le détroit du Pas-de-Calais. Et autour, ça tourne. Voilà, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez, sur l'Atlantique, les vents sont là, ils sont orientés à l'est. Sur l'Atlantique, ils sont orientés sud. Là-bas, c'est un peu n'importe quoi, mais je suis sûr que là-haut, c'est orienté ouest. Et ici, sur l'Allemagne et la Belgique, c'est orienté nord puis est. Voilà, les vents, ils tournent autour de nous en ce moment-là, plus ou moins. On est un peu sur le rebord sud du noyau de l'anticyclone. Et donc, on a des vents, actuellement, voilà, sur la région parisienne, Paris est ici, qui sont des vents du nord-est pour une barrette 10 nœuds, une demi-barrette 5 nœuds, 15 nœuds. Voilà, c'est-à-dire environ 25 km/h de vent, à 2000 pieds. Vous voyez que si je veux aller à Marseille, eh bien, bon, j'aurai un peu de vent de travers au départ. Et puis quand je vais arriver à côté de Lyon, je vais avoir 30, puis 35 nœuds de Mistral. Vous remarquerez qu'ici aussi, j'ai de la tramontane. J'en ai même jusqu'à 45 nœuds sur Narbonne. Côté de Toulouse, il n'y a rien. Mais par contre, à Bordeaux, si je vais à Marseille, je vais avoir un peu de vent de travers, puis du vent dans le dos qui va m'aider. Si par contre, je vais à Bruxelles, bah, je vais être beaucoup plus embêté parce que là, je vais avoir du vent de face de 15 nœuds, puis 10 nœuds. Aux alentours de 15, puis 10 nœuds ici pour aller à Bruxelles. Donc, je dois maximiser mon temps pour aller à Bruxelles parce que j'aurai 15 nœuds de vent de face, alors que sur Marseille, je vais probablement gagner du temps. Je vais en perdre un peu avec du vent de travers ici, qui va me gêner un peu, mais pas beaucoup me ralentir. Mais par contre, je vais surtout bénéficier d'un énorme coup de pied au derrière quand je vais arriver vers la vallée du Rhône, à partir du nord de Lyon, la vallée de la Saône, puis la vallée du Rhône, grâce à ce vent du nord, très fort sur cette région, qui à mon avis va se renforcer là, mais qui est également très fort sur les Cévennes, sur Montpellier, et encore plus fort sur Narbonne et au large de Narbonne. Si je vais au Baléares, là, je vais y aller en très peu de temps. Je vais avoir même 35 nœuds dans le dos, c'est-à-dire 70 km, 65 km/h de vent qui va me pousser. La deuxième information que vous donne la carte WinTem, c'est la température de l'air à cette altitude-là. Vous voyez qu'au-dessus de Paris, à 2000 pieds au-dessus de Paris, le vent est de 15 nœuds. Alors, il donne le vent, la force et la direction. Okay, les flèches, là, vous donnent la provenance du vent et les barbules vous donnent la force. Au-dessus de Paris, la masse d'air est à plus 3 degrés.
À Orléans, c'est 1 degré, à Clermont, c'est 0, à Marseille, plus 4. On n'est donc pas en atmosphère standard, on est dans de l'air plus hivernal, beaucoup plus froid. Certes, c'est un anticyclone, c'est censé amener du beau temps, mais c'est un anticyclone d'air froid, chargé en humidité. Voilà pourquoi c'est un anticyclone, voilà pourquoi les pressions sont très élevées, 1035 au lieu de 1013. On a 22 hectopascales de plus, parce que c'est de l'air froid, donc dense, et très humide, donc lourd. Voilà, il est lourd et dense. Résultat, on a des très hautes pressions avec du mauvais temps. Pas du mauvais temps, mais du temps horriblement brouillardeux, saturé, nuageux, brumeux, brouillard. Voilà. Et vous voyez que Paris qui est proche du niveau de la mer, mais si je prends ici Le Havre plus Caen 4 degrés, le Touquet 4 degrés, voilà. L'atmosphère standard, je rappelle, c'est 15 degrés. Donc on est 11 degrés en dessous de l'atmosphère standard. Dans la carte WinTem, vous trouvez également les prévisions de vent plus haut. Vous trouvez les prévisions de vent, je vais agrandir un peu. Vous trouvez également les prévisions de vent à, cette fois-ci, 5000 pieds. D'accord, voilà. Merde, faut que je fasse ça, 5000 pieds, donc 850 hectopascales. À 5000 pieds, on voit que à Paris, c'est intéressant. Regardez, à 2000 pieds au-dessus de Paris, il fait 3 degrés. C'est très rigolo. On a à 5000 pieds au-dessus de Paris, il fait 5 degrés. C'est bizarre. Je monte et l'air est plus chaud. Bon, ça c'est lié au fait qu'avant, le sol était très très froid, on a de l'air froid encore au ras du sol, et cet anticyclone nous amène de l'air chaud, toujours aussi humide, mais plus chaud en provenance de l'Atlantique. Après, donc on a un phénomène dit d'inversion ici, autrement dit, au lieu que l'air se refroidisse en montant, il se réchauffe, mais ensuite il revient à un gradient normal, parce que si je vais cette fois-ci au niveau 100, c'est-à-dire à 10 000 pieds, il fait 0 degré, avec du vent à 35 nœuds. Vous voyez, à 2000 pieds, 15 nœuds nord-est, 3 degrés, à 2000 pieds, 20 nœuds nord-est, 5 degrés, à 10 000 pieds, 35 nœuds nord-est, 0 degré. Je reprends mon trajet. Si je veux aller à Marseille, est-ce que je vais y aller à 2000 pieds? Oh ben non, je vais monter encore plus. Parce que si je monte, j'ai un peu plus de vent de travers. Mais dès Lyon, cette fois-ci, j'ai carrément 40 nœuds dans le dos, voire 50 nœuds. Je vais gagner encore plus de temps. Donc, pour aller à Marseille, j'ai intérêt à monter le plus possible. Et si je vais carrément au niveau 100, oh ben là, c'est carrément... Alors, au niveau 100, les vents seront encore plus forts, mais ils ne sont pas tout à fait dans l'axe. Donc ils vont me pousser plus, j'aurai 45, 50, 35 nœuds, 40 nœuds ici, voilà. Donc ça va aller très très vite, même si c'est un peu, comme il est moins dans l'axe, il sera moins efficace que celui-là. Donc l'altitude idéale pour aller à Marseille, c'est 5000 pieds. Par contre, je veux aller à Bruxelles, est-ce que j'ai intérêt à monter? J'avais 15 nœuds de face pour aller à Bruxelles, si je vais plus haut, là je vais en avoir 20, si je vais encore plus haut, c'est encore pire, 35, 30 nœuds. Donc au contraire, pour aller à Bruxelles, je vais rester le plus bas possible. 1000 à 1500 pieds, c'est parfait. Parce que les 1500 pieds pour aller à Bruxelles, c'est très bien, parce que si je monte, je vais avoir du vent de face plus fort, et donc je vais mettre plus de temps. Voilà l'interprétation d'une carte MC. Et en plus, j'ai pas trop intérêt à monter trop haut, parce qu'on a vu que c'est de l'air très humide, très saturé, et carrément à 10 000 pieds, non seulement j'aurai du vent fort, mais en plus, il sera à 0 degré, c'est-à-dire que je vais commencer à avoir des forts risques de givrage. Donc là, je prends tous les risques si je monte, à la fois du vent fort et en plus de l'air humide, saturé à 0 degré, donc givrage. Aïe aïe aïe, danger. Voilà à quoi servent les cartes WinTem. Voilà, donc ça c'était l'information avec l'information cartographique. Ça fait partie donc des informations que les pilotes vont utiliser pour préparer le vol. On va ensuite traiter d'autres types d'informations, non plus les cartes, cette fois-ci les messages. Alors il y a 5 types de messages, des métars. Alors c'est meteorological. Alors, c'est météo d'arrivée. Non, c'est pas ce que ça veut dire. La signification anglaise, c'est de l'anglais, meteorological airfield report.
C'est un report, c'est-à-dire c'est pas une prévision, c'est une observation. C'est le temps qu'il fait, qui a été réellement constaté. C'est édité régulièrement. En général, au minimum, alors, il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas d'intervalle fixe. La plupart, alors les gros aérodromes éditent un métard au moins toutes les heures et sur les très grandes plateformes toutes les demi-heures. Exemple, Orly et Charles de Gaulle vous sortent un message toutes les demi-heures pour vous dire le temps qu'il fait. Sur des petits aérodromes ou lorsqu'il y a des stations automatiques, eh bien, ils ne sont pas obligés d'en refaire un. Tant qu'il n'y a pas de changement, le métard reste le même. Par contre, dès qu'il y a un changement, il y a publication d'un nouveau métard avec la nouvelle situation. Donc, ils sont régulièrement édités. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 10, 20 dans la... Il peut y en avoir jusqu'à 48 dans la journée, cas de Orly et Charles de Gaulle, où c'est 24-24, il y a un message toutes les demi-heures, 24 heures sur 24. C'est codé. Il faut connaître la signification des codes. On peut décrypter un nuage. Attention, un métard, c'est une observation et c'est une observation normalement qui va de la surface jusqu'à 5000 pieds. D'accord 5000 pieds, c'est-à-dire 1500 mètres. On ne vous donne les infos que ce qui se passe sur les 5000 pieds. S'il y a d'autres choses au-dessus, ça n'est pas dans le métard. Ensuite, le deuxième type de message qu'il faut connaître, c'est TAF. C'est alors c'est pas Terrain Aeronautical, non, c'est Airfield Forecast. En tout cas, c'est un F, c'est pas un R, c'est pas un report, c'est un forecast. C'est-à-dire que c'est une prévision. C'est une prévision météo, et cette prévision, il y en a deux types. Il y a les TAF courts, ils sont valables 9 heures. Les TAF longs sont valables 24 ou 30 heures. La plupart du temps 24, mais parfois 30 heures, ce qui est le cas par exemple des TAF de Orly et de Charles de Gaulle. Voilà. Et ils sont renouvelés régulièrement. Alors normalement, un TAF sort, il y a un TAF toutes les 6 heures. Donc, par exemple, à Charles de Gaulle, le premier TAF sera 5h30. Vous en avez un deuxième. Alors, eux, je crois qu'ils en font un toutes les 3 heures ou toutes les 6 heures, les TAF. Mais ils sont toujours valables. TAF court 9 heures, TAF long, 24 heures. Après, vous avez d'autres choses, des spécies. Alors ça, c'est quand il y a des changements brusques de la situation. On peut émettre un spécie. C'est pas très utile et pas fréquent du tout dans nos zones tempérées. Par contre, lorsque vous volez dans les secteurs Caraïbes ou dans des zones tropicales ou dans des endroits qui sont soumis à des cyclones comme la Réunion, comme Madagascar, comme les Antilles, oui, là, il y a intérêt à regarder les spécies parce qu'il peut arriver des phénomènes très violents qui changent très brutalement la donne pour l'heure ou les 2 heures qui viennent. Les tends, bon ça c'est en train de disparaître parce que maintenant en fait derrière le métard ils vous rajoutent un morceau de taf. S'il y a des phénomènes dangereux prévus dans les taf, ils sont recopiés à la fin du métard. Et les tends n'existent plus maintenant en France, on n'en fait plus. Il y en a aux US encore, mais voilà. Après, il y en a un autre qui s'appelle les sigmètes. Alors les sigmètes, c'est des phénomènes dangereux, notamment lorsqu'ils sont reportés par des pilotes qui les ont constatés. Et donc à ce moment-là, ça donne lieu à un message sigmète pour avertir tous les autres qu'à certains endroits, il se passe des trucs pas clairs. Alors, on va s'occuper des métards et des taf et on va terminer notre heure là-dessus. Finalement, je ne pourrais pas commencer le module navigation aujourd'hui. Je pense que je pourrais le commenter, mais c'est pas grave. Nous allons voir, par exemple, ici, une carte des taf et des métards de la région parisienne. Là, c'est centré sur Paris, mais ça va très loin. Là, j'ai jusqu'à Rouen, Reims, Alès, etc. Alors, vous avez un certain nombre de terrains qui sont en gris. Ouais, parce qu'il n'y a rien. Voilà, ici, à Château-Thierry, il n'y a rien. À La Ferté-Gaucher, il n'y a rien.
à Coulommiers, il n'y a pas de données. C'est normal, il n'y a pas de station météo. Alors normalement, on devrait en avoir une d'ici la fin de l'année 2025. Nous aurons une station météo, comme à Melun, où c'est une station automatique. Par contre, vous avez des endroits où il y a des métards. Alors, tiens, c'est intéressant, pourquoi il est en gris PG là? Alors que Charles de Gaulle, il y a un métard. Heureusement qu'il y en a un. Non, sinon, il ne pourrait pas avoir son. Voilà. À Orly, il y a un métard. Voilà. Donc, nous allons voir les métards d'un certain nombre d'endroits. Donc, je vais prendre non pas ceux de Charles de Gaulle, etc. Je vais en prendre un beaucoup plus simple parce que ceux-là, en plus, ils apparaissent qu'à certains moments. Voilà, Évreux-Fauville, qui est une base militaire, Pontoise, mais il y a plein de petits terrains qui n'ont pas de station météo ou qui n'ont pas de tour de contrôle avec un bureau météo. Je vais prendre celui qui est là, qui est sur le côté, ici, là, qui est celui de Toussus-le-Noble. Toussus-le-Noble a cet énorme avantage d'avoir une station météo. Alors, les métards ont toujours tous la même structure. Ils ont tous la même structure. Ça commence toujours par, dans l'ordre. D'ailleurs, est-ce que ici, j'ai la fiche sur les métards? Non, je l'ai virée celle-là, parce qu'elle était mal faite, elle était plus à jour. On verra après la carte des fronts. Elle commence toujours dans le même ordre. Et la description des métards, elle est bien faite dans le guide météo que vous trouvez sur le drive. Que je vous ai mis. Okay. Voilà, des métards. Il vous explique la structure d'un métard. On viendra après sur la carte des fronts. Les messages. Les messages métards, les spécies sont exactement la même structure. Ils ont toujours les mêmes groupes, toujours dans le même ordre. Voilà. Le type de message, est-ce que c'est un métard ou un spécie? Où est-ce qu'il a été constaté? À quelle heure? Comment il a été fait? Parfois, il y a un COR ou un AMD, c'est-à-dire une modification. Je reviens à celui de Toussus aujourd'hui. Voilà. L'identification, c'est ça. Voilà. Ce métard a été fait à LFPN. Donc ça, c'est l'identifiant OACI de Toussus-le-Noble. Il a été fait à le 15, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc c'est le numéro du jour. C'est toujours, on ne donne jamais le mois ni rien. Hein. Le 15, la date, l'heure et le type d'heure. Parce qu'on peut avoir des messages locaux. Mais là, en l'occurrence, c'est toujours Zulu. Autrement dit, ça a été fait, là par exemple celui-ci, LFPO, ça a été fait à Orly, le 10 du mois à 13h UTC. Et c'est quand il y a auto, ça veut dire que c'est une station automatique. Ce n'est pas un bureau météo, ce n'est pas un prévisionniste humain. Ensuite, le vent. Actuellement à Toussus, il y a du vent en provenance du 360 et d'une force de 6 nœuds. Donc le vent est plein nord, force 6 nœuds, c'est-à-dire environ 11 km/h. La visibilité, c'est 600 mètres. Donc c'est la purée de poids. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est purée de poids. Alors, il rajoute ici quelque chose qui n'existe que dans certains, donc le vent, voilà, sa force. Il peut éventuellement être VRB s'il est une direction variable. Hein, et il peut y avoir éventuellement mention. Donc voilà un vent, là par exemple 360 20 nœuds. C'est à peu près ce qu'on a là actuellement, 366 nœuds. Vous voyez, l'exemple donné est presque le même. Le vent peut éventuellement avoir une provenance variable. Et surtout, le vent peut avoir une force variable. Là, par exemple, vous avez un vent du 270 de 10 nœuds, mais avec des rafales, gusts, de 25 nœuds. Donc 10, mais avec des rafales à 25. Éventuellement, le vent, s'il est totalement nul, calme, 0,00 KT. S'il y a 3 barres verticales, ça veut dire que ce n'est pas possible de mesurer. En l'occurrence, ici, nous avons du vent à 360 degrés pour 6 nœuds. On a une visibilité, ensuite, on va passer à la visibilité. La visibilité,
La visibilité, elle est donnée en mètres. S'il y a 9 999, ça veut dire qu'il y a plus de 10 km. Il peut y avoir la visibilité sur une piste, parce que la densité du brouillard ou de la brume, ou la position du soleil fait que, dans un sens, vous n'y voyez rien, c'est tout blanc, mais vous vous retournez de 180 degrés, dans l'autre sens, avec le soleil dans le dos, il y a moins de réverbération et éventuellement la visibilité peut être meilleure. Dans notre cas ici, à Toussus, la runway 25, c'est-à-dire la piste 25 droite, il y a deux pistes hein, à Toussus, 25 gauche, 25 droite. Dans l'autre sens, 0,7 droite, 0,7 gauche. Sur la piste 25, vu que le vent est du 360, c'est la 25 est en service, la visibilité est de 650 mètres, donc elle est un peine meilleure qu'au niveau de la tour, and no change. Okay. Si la visibilité sur une piste, par exemple, on peut très bien à la tour avoir 600 mètres de visibilité, mais sur la piste, on en a 1000. Voilà, 1000 mètres. On pourrait très bien avoir une visibilité meilleure sur la piste qu'à la tour. Ou inversement, avoir une visibilité de 600 mètres à la tour et 300 mètres sur la piste, parce que la piste est noyée dans le brouillard. Ici, il peut y avoir trois lettres. N, no change. D, decreasing. C'est-à-dire que la visibilité continue à se dégrader, elle diminue. Autrement dit, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit mieux dans une heure. Ou U, upgrading, c'est-à-dire qu'elle s'améliore. Autrement dit, elle peut être actuellement de 650 U, ça veut dire elle est en ce moment de 650, mais bon, d'ici une heure ou deux, ça sera meilleur. Après, vous trouvez l'information suivante. Donc, vous voyez, vous avez la date, le vent, la visibilité, éventuellement avec les spécificités sur le vent, et surtout les nuages. Le truc important, c'est les nuages. Okay, temps présent, est-ce qu'il y a des averses, donc les phénomènes, est-ce qu'il y a du brouillard, FG, éventuellement des bancs de brouillard, BCFG, est-ce qu'il y a des averses d'orage, est-ce qu'il y a par exemple de la bruine, DZ, FZ qui se congèle, FZRA pluie verglaçante, FG du brouillard, SN de la neige, etc. Donc ça, il y a des symboles. Normalement, le table des symboles, on devrait vous la donner si vous avez besoin d'interpréter un métard. Et donc, on vous dit quel est le type de phénomène, la couverture nuageuse et le type de nuage. Pas le type de nuage, par contre, la couverture nuageuse. Donc, je reviens à Toussus. À Toussus, on vous dit qu'en ce moment, il y a FG. D'accord, il y a carrément du brouillard. Et on vous dit qu'en plus, comme il y a du brouillard, VV indisponible. 3 barres, ça veut dire pas mesurable. Autrement dit, la visibilité verticale n'est pas mesurable. Autrement dit, il y a du brouillard et qu'il y a peut-être des nuages au-dessus, mais qu'on ne peut pas mesurer la présence de nuages au-dessus parce que le brouillard l'en empêche. Okay, je vais prendre le message de quelqu'un d'un peu différent. Voilà. Là, par contre, à Melun, LFPM, le 15 à 18h Zoulou, c'est-à-dire 19h, station automatique. Pareil, on a aussi du vent au 360 de 6 nœuds. Par contre, la visibilité, alors qu'à Toussus, il y a 600 mètres de visibilité et il y a du brouillard. À Melun, il fait nettement plus clair. On a 5000 mètres de visibilité. Ce n'est que de la brume. Et du coup, comme c'est moins épais, ils peuvent mesurer les couches au-dessus. Donc, c'est overcast à 3100 pieds. Donc, il y a une couche de nuages compacte, sans trou, à 3100 pieds, au niveau 31. Il donne du coup quelque chose aussi que j'ai sauté ici. Non, je n'y suis pas encore arrivé. Donc, vous voyez, à Melun, la couche au sol est moins épaisse, c'est de la brume, 5000 mètres de visibilité, et du coup, on peut mesurer la présence de nuages au-dessus de la brume.
au WC, couvert à 3100 pieds. À Toussus, la visibilité n'est que de 600 mètres et donc la couche est très épaisse, fog, brouillard, et donc on ne peut pas mesurer la visibilité verticale. Visibilité verticale non mesurable. Ensuite, partie suivante du métard, ça, la température. À Toussus, il fait 6 degrés. Et vous avez vu qu'on a parlé de l'humidité. Est-ce que cette atmosphère est saturée? Ben oui, elle est presque saturée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du brouillard. Le point de rosée est à 5 degrés, c'est-à-dire actuellement l'air est à 6, mais il sera à saturation, autrement dit, il y aura soit de la condensation, soit des gouttes, soit de la pluie, à 5 degrés. Donc il suffit qu'il se refroidisse d'1 degré pour que ça soit la pluie. À Melun, attendez, c'est pareil, l'air est à 5 degrés, le point de rosée est à 4. À Orly, l'air est à 6, point de rosée 5. Si je regarde Évreux, l'air est totalement saturé. Température 6, point de rosée 6. On est de l'air qui est saturé à 100%. Il est à la même température. D'ailleurs, on voit que la situation à Évreux est encore pire qu'à Toussus, parce que là, c'est carrément 300 mètres de visibilité, fog, FG. Ah, actuellement, par contre, non, pardon. Actuellement, il y a 1100 mètres de visibilité. Sur la piste, c'est un peu meilleur, il y a 1500. Decreasing, vous voyez, à Évreux, il y a 1100 mètres de visibilité. Sur la piste 22, il y a 1500 mètres, donc un peu mieux qu'à la tour, mais ça se dégrade. Decreasing. Il y a de la brume, très épaisse, qui fait qu'on ne peut pas voir s'il y a des nuages au-dessus, et la masse d'air est saturée. 6 degrés, point de rosée 6. Voilà un TAF. Un métard. Dernier élément information qu'on vous donne, la pression atmosphérique. À Toussus, on est à 1033. À Melun, on a combien? Je ne sais pas. À Melun, on a 1033 aussi. À Charles de Gaulle, pareil, 1033. Par contre, ici, à Évreux, on a 1034. Et on a vu que le cœur de l'anticyclone est quelque part du côté de la Manche. Si je regarde là le Touquet, au Touquet, on a 1034 aussi. On a vu que le cœur de l'anticyclone est sur l'Angleterre. Je regarde ici Leeds en Angleterre, 1034. Ben voilà, on a 1034 partout sur toute la région. C'est ce qu'on appelle un marais barométrique. Toute cette région a la même pression. Vous voyez, je peux me déplacer de plusieurs centaines de kilomètres là. Rouen, Le Havre, 1034, Deauville, 1034, Rouen, 1034, Beauvais, 1034. Tout le monde est à 1034. Gigantesque marais barométrique. Je reviens sur la région parisienne. Voilà la région parisienne, avec Paris au centre ici. Voilà. Alors, deuxième message qu'il faut être capable de décrypter, c'est les TAF. Voilà un TAF. TAF, c'est un message de prévision cette fois-ci. Ah mince, maintenant il m'a débloqué ça, pardon. Je vais retourner à l'accueil. Voilà, ok. Bien. Ah bah non. Ah ouais, d'accord. Il m'a balancé. Voilà, ok. Je reviens sur... Ah ben voilà, c'est parce que le message vient d'être supprimé. AMD. Alors ça, c'est un amendement de message qui annule le message, cancel le message précédent. Donc il va falloir que j'aille voir ailleurs. On va prendre celui de LFPO. Bon, je vais prendre ça. Allez, je vais faire un vol local. Voilà les métards et les TAF actuellement valables. Je vais en prendre un pas trop compliqué pour vous montrer ce que c'est qu'un TAF. Alors, vous voyez qu'ici, à Paris-Charles de Gaulle, putain, Évreux, il n'y a que des longs maintenant. Long. Voilà. Rouen fait un TAF court. Le TAF court, c'est ça. Il est fait par Rouen le 15 à 14h Zoulou. Donc le dernier qu'ils ont fait, c'était à 15h cet après-midi, 14h Zoulou. Il est valide le 15 du 15 à 15h
au 15 à 24 heures. Donc vous voyez, c'est un taf court qui est valable 9 heures, de 15 heures à 24 heures. On vous prévoit, même principe que sur un méta, le vent variable 3 nœuds, la visibilité 3000 mètres, les phénomènes c'est de la brume, des nuages épars à 200 pieds, c'est vraiment bas, des nuages fragmentés à 900 pieds, et temporairement, il est possible, entre 15 heures et 24 heures, que au lieu d'avoir 3000 mètres de visibilité et de la brume, on n'ait que 300 mètres de visibilité et du brouillard. Donc voilà un taf court. Voilà la soirée sympathique que l'on se prépare à Rouen, entre 15 heures et 24 heures. Presque pas de vent, 3000 mètres et de la brume, des nuages bas, 200 pieds, 900 pieds. Donc inutile de vous dire qu'en vol à vue, c'est pas la peine d'essayer d'y aller. Et que temporairement, on aura même carrément 300 mètres de visibilité et du brouillard. Autrement dit, Rouen, ce soir, on n'y va pas. Et même aux instruments, ça va être très compliqué. Alors, un taf long, on va en prendre celui de... bon, on va purement et simplement prendre celui d'Orly. Hein. Voilà, Orly. Orly, taf long. Alors, par contre, Orly vous fait un taf long qui a été fait à 17 heures Zoulou, donc à 18 heures. Et comme c'est un taf long, vous voyez, il est valable de ce soir 18 heures, du 15 à 18 heures jusqu'au 16 à minuit. Donc il est valable pendant 30 heures, ok, de ce soir 18 à demain minuit. Il fait une prévision jusqu'à demain soir, demain dans la nuit. La prévision, c'est du vent à 30 nœuds, 5 nœuds en provenance du 0,30. D'accord, du vent quasiment nord. 6000 mètres de visibilité, c'est honnête. Avec des nuages fragmentés épars 600 pieds et du fragmenté à 3000 pieds. C'est un peu moins pire sur la région parisienne que sur Rouen. Par contre, ce qui est tant mieux, c'est que ça va évoluer. Becoming, entre 18h et 21h, oh là là, là ça se gâte. 2000 mètres brume, avec à nouveau, alors cette fois-ci des nuages qui ne sont plus 4 heures de 600 pieds, donc épars 600 pieds, mais fragmentés 200 pieds. Et avec une forte probabilité que temporairement, entre minuit et 9 heures du matin, Zoulou, c'est-à-dire entre 1 heure et 10 heures, carrément, le reste de la nuit et demain matin, 800 mètres de visibilité, brouillard, visibilité verticale non mesurable. Dans la suite de la matinée, c'est pas tellement mieux parce qu'il y aura régulièrement, non seulement entre minuit et 9 heures, on va tomber à 800 mètres avec du brouillard, mais ça peut même, entre 5 heures et 8 heures, être 400 mètres avec du brouillard. Et à partir de 10 heures du matin, becoming 10 heures du matin jusqu'à midi, ça va s'améliorer un petit peu parce qu'on va retrouver 8000 mètres de visibilité, no significant weather et des nuages fragmentés à 900 pieds. Ceci dit, dans l'après-midi, ça va monter à 1400 pieds. Puis dans la soirée, de 22 heures à 24 heures, c'est rebelote, 1500 mètres de visibilité et brume. Donc vous voyez, il nous prévoit pour les 30 prochaines heures que la brume va arriver dans la soirée, qui va dans la nuit se transformer en brouillard, qui demain matin va être un brouillard encore plus épais entre 5 heures et 10 heures, puis ça va se lever sous forme d'une visibilité de l'ordre de 8000 mètres. Dans l'après-midi, le plafond montera jusqu'à 1400 pieds pour redevenir une grosse soupe dans la soirée. Donc voilà les deux messages principaux que donne la météo. En effet, le métard vous donne la situation de l'endroit d'où vous partez. Voilà. Mais surtout, le taf va vous permettre de savoir, je pars, je sais pas moi, voilà, je viens de Marseille, je vais décoller à 6 heures du soir, j'ai 3 heures de vol. Quand je vais arriver, il va être 9 heures. Qu'est-ce que je vais avoir comme temps à 9 heures ce soir à Paris? Eh ben, à 9 heures ce soir à Paris, je vais quand même avoir 2000 mètres de visite, de la brume et surtout des nuages à 200 pieds. C'est moyennement accueillant. Qu'est-ce que je fais? Je pars plus tard? Ah bah certainement pas, c'est encore pire.
Je vais arriver dans la nuit, c'est carrément la purée de pois. Eh ben donc, je vais décider de partir demain matin. Ouais, sauf que demain matin, c'est la purée de pois de chez Purée de Pois. Donc, quand est-ce que je pars? Eh ben, je pars. L'amélioration est prévue entre 9 heures et 11 heures demain matin. Là, il y aura 8000 mètres de visibilité et 900 pieds de plafond. Donc, je pars au plus tôt à 8 heures du matin, c'est-à-dire l'équivalent de 9 heures, 8 heures UTC, 8 heures du matin, parce que 3 heures plus tard, il sera 11 heures UTC quand je vais arriver, et donc j'ai des chances de rencontrer ça ici. Évidemment, avant de le faire, donc j'ai aucune chance de partir ce soir, encore moins cette nuit, peut-être demain en fin de matinée, et beaucoup plus probable en début d'après-midi où j'aurai des conditions bien meilleures. Voilà, donc mon vol Marseille-Paris ce soir, j'oublie, je le fais demain après-midi. Voilà les outils qui permettent aux pilotes de connaître la situation, d'avoir les prévisions de situation pour planifier son vol. Donc les cartes des fronts qui vont lui donner une petite idée de la situation météorologique, hein. Là, en ce moment, là, pardon, on est mercredi 12, celle-là, voilà. Vous voyez, le cœur de l'anticyclone, il est là. Et on a vu qu'il y a un grand marais barométrique à 1034, là, tout autour, hein. Ouais, en fait, le seuil anticyclone est plutôt sur la Bretagne, hein, alors que je vous ai montré ici, là, tout ce secteur, là, on est à 1034 en ce moment. Voilà, une gigantesque zone où il y a pratiquement pas de différence de pression. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a peu de vent. Par contre, en altitude, on voit que les vents tournent autour de l'anticyclone. Voilà. Donc, grâce à la carte des fronts, mais surtout les cartes METAR, les cartes TAF, donc les TEMSI, pardon, les TEMSI qui vous donnent une idée de la situation, puis les messages, les TEMSI, les WinTen qui vous donnent une idée de la situation, et enfin les METAR et les TAF qui vous permettent de savoir quelle est la situation détaillée à un endroit donné à ce moment et quelle va être l'évolution de cet endroit-là pour m'y rendre, vont me permettre de prévoir ma route, donc connaître la possibilité d'y aller, connaître la situation au moment où je vais arriver, et surtout choisir ma route en fonction éventuellement de fronts que je vais éviter de traverser. Parce que traverser un front, vous voyez par exemple ici, un front chaud, c'est-à-dire que là je suis dans de l'air froid, derrière il y a de l'air chaud. L'air chaud monte sur l'air froid. Ça veut dire qu'ici, quand je vais arriver à la limite entre les deux, eh ben, je vais me trouver avec une rangée d'orages. Je vais me retrouver avec une situation, quand on voit la coupe, de ce style-là. Voilà un front, typiquement un front chaud, de l'air chaud ici, de l'air froid derrière. Et bien quand l'air froid avance et pousse le front chaud, ici j'ai de l'orage, j'ai du givrage, j'ai du cumulonimbus. Donc traverser un front de l'air chaud vers l'air froid, c'est très dangereux. Ok, voilà. Un front chaud, c'est très dangereux. Traverser un front froid, c'est moins problématique. Mais c'est toujours la traversée d'un front un gros problème. Donc on va prévoir sa route en regardant les fronts, en regardant sur les TEMSI tous les phénomènes que l'on peut trouver sur la TEMSI, qui va être là-dessus, en regardant sur les WinTem les vents, ce qui va permettre de décider de la route et décider de la hauteur à laquelle je vais me déplacer. La route pour éviter les phénomènes dangereux et les fronts, et la hauteur pour pouvoir bénéficier du vent le plus favorable. Voilà. OK, et voilà, bah, on a terminé le chapitre météo, et la semaine prochaine, le cours aura lieu à Moret-Épisy, au CVVFR, donc au club de vol à voile de Moret-Épisy, de 16h30 à 18h30. Donc ça sera à Moret-Épisy de 16h30 à 18h30 la semaine prochaine, et la semaine d'après, ça sera à Coulommiers. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc les 2 prochains, auront lieu en présentiel. Le prochain donc à Épisy le 22, je me suis trompé, je pensais que c'était cette semaine, mais c'est la semaine prochaine que ça aura lieu à Moret-Épisy, et la semaine d'après, à Coulommiers, et on abordera donc la 4e partie de la préparation au BIA, à savoir navigation, réglementation et sécurité. Et je vais donc mettre fin à ce partage et mettre fin également à l'enregistrement. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis donc à la semaine prochaine.